4 heures sur 24. On aime ça et on a envie que ça reste comme ça. Donc c'est vrai que c'est une charge qui est un petit peu lourde et en même temps c'est très gratifiant et ça reste quand même la plus belle des fonctions. La plus belle des fonctions. Alors village d'avenir, c'est marqué là derrière nous. Nous on est dans la place du village d'avenir. La transition écologique. Comment vous arrivez à sensibiliser les maires qui ont peu de moyens, parfois pas toujours du temps ou de formation pour cette transition écologique? Eh bien justement, on a monté un dispositif au sein de l'Association des maires ruraux de France qui s'appelle le Grand Atelier des maires. Et l'idée, c'était de pouvoir recruter 100 maires d'un peu partout en France. Et donc, on a passé 4 week-ends très conviviaux où on s'est rassemblés, on a beaucoup appris avec des scientifiques de haut niveau, mais aussi avec des maires qui avaient fait beaucoup de choses sur leur territoire. Et on s'est dit, on va réfléchir tous ensemble à essayer de construire des pistes de solutions pour essayer d'accélérer sur nos territoires. Et on s'est rendu compte déjà qu'on faisait beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est très motivant. Et puis on est dans une énergie ensemble, dans un projet commun, et donc c'est très gratifiant. Et on a pu construire des propositions fortes pour la MRF, pour porter aussi au niveau de l'État et pour que ça accélère sur nos territoires. Parce que bien souvent, la spécificité des communes rurales ne correspond pas en fait à la politique nationale. Vous pensez que les communes rurales sont assez reconnues en France aujourd'hui? Je dirais que ça va mieux depuis un certain nombre depuis, je dirais, la crise des Gilets jaunes où il y a eu vraiment quand même, je pense, dans notre pays, on a considéré à nouveau les communes et les élus locaux comme des acteurs essentiels. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de rééquilibrage territorial, mais on paye encore le fruit d'une politique de plusieurs décennies de désengagement sur les territoires ruraux. Donc ça va être long, c'est comme le fait de regagner en médecin, il faut de la patience et surtout beaucoup d'énergie des élus locaux pour pallier aux difficultés. En direct depuis l'Alpe d'Huez. Alain Mollos, on a des questions qui arrivent en direct. Pas de questions pour l'instant. En tout cas, combien de maires? 300 maires présents? Oh là, je crois qu'on avait 500 inscrits, donc après ils tournent, c'est pas toujours les mêmes pendant l'événement, mais on a toujours beaucoup de maires qui viennent et aujourd'hui on est très heureux qu'ils soient venus sur notre département de l'Isère. Bien sûr, on rappelle qu'on est dans l'Isère, à l'Alpe d'Huez, c'est pas très loin de chez vous. Comment on fait pour être maire quand on est une jeune femme comme vous, à vie de famille? Comment on fait Alors, comment on fait pour être... C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, en plus, je suis une famille monoparentale. J'ai deux enfants de 9 ans et 11 ans que j'élève quasiment toute seule. Et je peux vous dire que c'est pas évident de concilier à la fois sa vie familiale, sa vie professionnelle et des mandats qui sont très prenants. Et souvent, on est maire, mais on est aussi vice-président de son intercommunalité. Et là aussi, ça prend du temps parce qu'il faut aller se déplacer dans plein de réunions. Donc aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de dire aussi à la MRF, c'est qu'il y a un problème de statut de l'élu qui fait que la fonction n'est pas vraiment accessible. Et donc moi, par exemple, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle parce que je n'arrivais plus à tout concilier. J'ai tenu 2 ans et après j'ai arrêté. En 2026, on aura encore des maires dans les petites communes rurales. Il faut un choc au niveau du statut de l'élu pour rendre plus accessible la fonction. Sinon, on va aller vers une perte d'engagement, c'est clair. Donc nous, on milite beaucoup pour ça, pour dire il faut permettre aux jeunes, notamment aux personnes qui sont en activité professionnelle, de pouvoir s'engager. Donc ça passe notamment par une amélioration des indemnités pour être maire de sa commune, c'est évident. Voilà qui est dit. Merci Fanny Lacroix, bravo pour cet engagement, Alain. J'ai un message de Priscilla qui dit bonjour Madame le maire. Voilà, ben bonjour, voilà. Bonjour Priscilla. Merci beaucoup, voilà, bonjour Priscilla aussi, et merci beaucoup Fanny pour cet engagement et bravo pour cet engagement. On va continuer peut-être rencontrer ici quelques élus avec Alain Mollos justement. On va aller voir quelques personnes qui sont ici toujours en direct ici depuis. On va s'approcher un petit peu par là. On va aller, voilà. Alain, est-ce que tout se passe bien? On va aller voir des maires. Voilà, toujours en direct. Tiens, on va s'approcher un petit peu. On cherche des maires. C'est pas... Pardon? Monsieur le sénateur. Alors ça, c'est important parce que la représentation du Sénat, c'est la ruralité. Bien sûr. Mais, sénateur du Rhône, moi. Alors, votre nom, votre prénom? Thomas Dossu, sénateur du Rhône. Alors, quelle couleur? Je suis écologiste, moi. Ah bah tiens, un sénateur écologiste. Voilà. Monsieur le sénateur, vous qui êtes le représentant à la Haute Assemblée de ces élus ruraux, est-ce que les choses vont dans le bon sens? Ah bah là, ce qu'on a vu aujourd'hui sur le retour du Grand Atelier, ça va dans le bon sens. Que les maires ruraux soient les acteurs de la transition, c'est ce qu'on demande. C'est à eux de s'en emparer. Il faut leur en donner les moyens maintenant, parce que c'est évidemment là où la clé. Comment on fait? On les forme, on les aide. Surtout, ils ont besoin d'aide de l'État évidemment, mais aussi que les ressources liées à la transition leur soient aussi reversées aussi en partie. Et donc on a besoin de partager la valeur qui viendra avec les nouveaux projets d'énergie renouvelable, etc. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils se sont vraiment inscrits comme des acteurs de la transition, c'est-à-dire qu'ils voient leur territoire changer, lié au dérèglement climatique ou à d'autres choses, ou de la pression
pour faire des projets ENR, et donc ils ont besoin d'être acteurs de tout ça. Et donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'ils avaient envie de ça aussi, donc ça c'est très important. Comment un sénateur peut aider à la transition écologique dans son propre département? Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va nous permettre de faire des amendements au budget ou quand on a des textes de loi qui les concernent. Donc tout ça, c'est important. Et puis derrière, on aura d'autres sujets. Moi, quand je vais sur mon territoire, je rencontre des élus qui ont envie de faire, etc. Et donc après, moi, j'ai des liens avec la préfecture, avec des liens avec d'autres maires qui savent faire. Et donc, on essaye de faire de la connexion, d'écouter d'abord les besoins et puis après de dialoguer pour faire peut-être émerger des projets s'il y a besoin. Oui. Le département du Rhône est un département assez urbain, même si on a le Beaujolais avec le mont Cergo qui culmine à 1012 mètres d'altitude, il faut le rappeler. La différence ville-campagne, vous la ressentez dans votre département? Eh ben oui, il y a une grosse métropole qui aspire beaucoup de l'énergie économique. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de faire de la coopération. Si on veut travailler à l'équité des territoires, il faut que la métropole coopère avec les territoires du Rhône, évidemment, plus ruraux. Et donc, c'est ça l'objet que mettent en place les élus de la métropole de Lyon, même y compris sur les projets alimentaires, puisque la métropole se nourrit de ce que produit aussi, mais pas que, le Rhône. Et donc, il faut qu'il y ait une meilleure coopération. Il faut que dans les cantines des élèves de la métropole de Lyon, il y ait des produits qui sont produits dans les zones rurales de la métropole de Lyon et du Rhône. C'est ça l'objet maintenant de faire coopérer ces territoires. C'est important. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour la place du village, première page en France sur la ruralité. Vous dit quelque chose? Non. Je regarderai. Merci, monsieur le sénateur. Merci beaucoup. Toujours ici à l'Alpe d'Huez, en direct ici, avec Alain Molot. Des questions, Alain, ou... J'ai beaucoup de questions, mais difficiles. À Priscilla, toujours. Et puis, on a Fahim qui nous dit... il y a beaucoup de messages, j'ai du mal à les lire. Alors voilà, on est toujours en direct à l'Alpe d'Huez. On va continuer à aller rencontrer quelques élus, quelques maires présents ici, toujours ici, avec cette présence, cette discussion aussi sur les maires ruraux, justement, qui sont en pleine discussion ici. Et ces maires ruraux qui sont très présents. Alors on essaye de voir un petit peu comment ça se passe. Beaucoup de conversations entre eux d'ailleurs, on va le rappeler. Je rappelle que le thème du congrès, c'est la transition écologique. Alain? J'ai peu de messages pour l'instant. D'accord, peu de messages pour l'instant. Alors on continue notre tour ici depuis... Tiens, Alain, voilà, on trouve monsieur le maire. Bonjour, on dit monsieur le maire parce qu'on a une chance sur une de gagner. Vous êtes maire de quelle commune? Je suis maire d'une toute petite commune qui s'appelle Luc-sur-Aude et qui est dans la haute vallée de l'Aude. Avec l'accent, dites donc, combien d'habitants? 270. 270, pardonnez-moi, on a oublié 100 habitants. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce congrès des maires ruraux? Qu'est-ce que vous avez appris ici? Ce qu'on en attend, c'est un petit peu... vous savez, on parle beaucoup de la transition énergétique, de la transition écologique, mais finalement, c'est un objet étrange. Et dans le fond, c'est un concept, mais on ne sait pas ce qu'on y met derrière. Et ce qu'on attend, donc, c'est un peu la déclinaison de ce concept et la mise en place d'outils qui soient un petit peu pertinents pour dire au niveau de nos mairies, au niveau de nos petites communes, comment on fait pour décliner ce concept et le rendre efficace par rapport aux enjeux justement que l'on connaît sur tout le changement climatique et tout ça. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Ben, concrètement, ça se traduit par tous les échanges que nous avons eus, par toutes les propositions qu'on a passées au crible des différents séminaires du Grand Atelier et par un certain nombre d'éléments de synthèse qui vont nous aider dans nos villages pour nous réapproprier justement ce concept de la transition écologique et pouvoir le décliner au niveau de nos populations, au niveau de nos territoires. Votre commune, on rappelle le nom? Pardon? Le nom de la commune? Luc-sur-Aude. Ah, Luc-sur-Aude. Alors, vous avez quoi? De la vigne, j'imagine? On a de la vigne, pas mal. On a aussi un petit peu de grande culture. Et puis, on a, comme dans tous les territoires ruraux, à peu près 60% de forêts, de garrigues, de landes. Les problèmes que vous rencontrez, les services, la mobilité, tout ça, ça existe chez vous, la poste? Bien sûr, la disparition des services publics, la disparition des soins, des soignants, tous ces problèmes-là sont très très aigus dans nos territoires. Oui. Comment vous voyez l'avenir justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver des services, des médecins, des transports publics? Il faut de l'économie. Il faut de l'économie dans la ruralité. Il faut de l'économie parce qu'avec l'économie, vous avez des emplois et vous avez des services.
Donc il faut qu'on arrête de développer l'économie que au niveau des métropoles et qu'on puisse redévelopper l'économie au niveau des territoires. Voilà, on a retenu la leçon du maire de Luc-sur-Aude. Hein. Luc-sur-Aude. Voilà, rien que le nom et puis l'accent nous fait plaisir ici. Alain, des questions? Alors j'ai des messages, félicitations à tous ces maires et élus pour leur dévouement et leur courage pour l'écologie. Oui. Et on a aussi Priscilla qui dit qu'il n'habite pas très loin à Lac-sur-Aude. Lac-sur-Aude. Lac. Alors c'est peut-être Luc-sur-Aude. Elle habite à côté. Luc-sur-Aude. Ah, vous Oui. connaissez. Alors, dévouement, courage, vous passez combien d'heures dans votre mairie, pour votre commune? Largement plus de mi-temps, hein, largement plus. Hein, voilà, non, il faut de l'opiniâtreté, il faut de la cohérence et il faut aussi de la pédagogie pour parler à nos concitoyens et les amener vers ces concepts ou ces façons de penser qui sont vraiment en rupture avec ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Vous rêvez d'une ruralité heureuse, si on peut dire? Bien sûr. Ah mais moi je suis Vous l'avez tout à déjà. fait heureux en Vous l'avez ruralité. Mes enfants ont choisi de vivre dans la ruralité. On s'y trouve très bien. C'est pas l'enfer. On est très content là où on vit. Non. Pas de Voilà, souci. le maire de Luc-sur-Aude. Ah, écoutez, rien que l'accent nous fait plaisir. Le sud de la France. Merci d'être venu pas loin du beau massif de la Clappe avec ses bons vins. C'est ça, hein, C'est vous ça, connaissez, c'est sans ça. doute. Merci beaucoup. On va continuer un petit peu avec les élus. On voit beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Ah, tiens, on aperçoit une dame ici. On peut peut-être lui poser la question. Vous la connaissez? Oui, Marie Pochon, Marie Pochon. la députée. Députée. Voilà. On est en direct, dans la place du village. Pardonnez-nous, on est en direct. Madame la députée. Bonjour. Une femme députée, maire d'une commune, peut-être, qui a Non, été maire? non, c'est pas, Je sais c'est que c'est interdit aujourd'hui. mais- C'est interdit. Et puis moi, je suis écologiste, Vous êtes donc écologiste. contre le cumul des mandats. D'accord. Députée de quel département? Je suis députée de la Drôme, De la Drôme. donc à côté. On sent l'accent du Sud déjà. Madame la députée, alors qu'est-ce que vous allez faire remonter au gouvernement après ce congrès, justement? Alors moi, je suis arrivée juste pour la présentation Oui. du résultat de toute la consultation autour de la transition écologique. Et moi, ça m'a passionnée. Je trouve que ces résultats sont absolument géniaux et bravo vraiment à toutes celles et ceux qui ont organisé cette concertation avec ces 100 élus qui ont abouti à ces solutions. Finalement, un certain nombre de ces solutions, c'est des solutions qu'on préconise avec les écologistes depuis un certain nombre d'années, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. C'est des choses qui remontent déjà. Bien évidemment, nous, on va s'appuyer sur ces résultats pour pouvoir œuvrer à construire des majorités. Maintenant, c'est ce qui nous manque, que ce soit sur la transition énergétique et le déploiement notamment des énergies renouvelables et notamment de l'autoconsommation collective, des solutions pour garantir une résilience à l'échelle des territoires en matière énergétique, que ce soit en matière de résilience aussi alimentaire et de mise en place de plans alimentaires territoriaux, de circuits courts, d'agriculture biologique qui permettent à chacune de bien se nourrir, mais aussi de garantir des revenus de qualité à nos agriculteurs. Voilà, ça c'est un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. Par ailleurs, la protection de la biodiversité qui a été centrale aussi dans les présentations et la question des forêts qui est effectivement aussi centrale. Et le loup qui est pas loin de la forêt. Loup, tout à fait. Mais toutes ces questions-là, nous on y travaille dessus. On porte un certain nombre de propositions, typiquement sur la question des forêts. Moi, je suis coporteuse d'une proposition de loi visant à une meilleure gestion forestière, c'est-à-dire qui limite au maximum, voire interdit sous certains seuils, les coupes rases, qui permettent la régénération naturelle des forêts, etc. On a besoin de légiférer sur ces questions-là pour garantir aux acteurs de la forêt, que ce soit l'ONF, que ce soit les organisations de gestion privée de la forêt en France. On a besoin aujourd'hui de légiférer pour protéger les forêts à l'avenir. Mais malheureusement, on n'a pas encore forcément de majorité sur des propositions comme celle-ci. Et donc peut-être, et on espère qu'effectivement le plaidoyer qui est porté ici, ce travail commun, pourra du coup nous permettre effectivement d'aller plus loin en matière de transition écologique aussi à l'échelle nationale. Est-ce que la pensée dominante n'est-elle pas la pensée urbaine aujourd'hui plutôt que la pensée rurale? Moi, ce que je vois, j'en sais rien, mais ce que je vois à l'Assemblée nationale, c'est que, de fait, structurellement, il y a une sous-représentation de la ruralité dans une assemblée comme celle de l'Assemblée nationale. Moi, je le vois en tant que députée de la Drôme. On a 4 circonscriptions, 4 députés dans la Drôme. 3 sont élus sur un quart du territoire, et moi, je suis élue sur les 3 quarts restants, les Baronnies, le Tricastin, le Vercors, le Royan. C'est un immense territoire. C'est une des plus grandes circonscriptions de France avec 240 communes. Et
et ça fait une seule voix qui est finalement représentée à l'Assemblée nationale, alors que les zones plus urbaines de la Drôme sont forcément un peu mieux représentées parce qu'elles ont 3 députés. Et de fait, structurellement, il y a un enjeu là à pouvoir prendre en compte, et c'est une revendication d'ailleurs de la MRF, la question de l'espace aussi dans la définition de ce qu'est notre démocratie. On va avoir besoin de plus en plus, notamment face aux défis climatiques, de prendre en compte cette question de l'espace et pas seulement de la densité pour déterminer, par exemple, le découpage des circonscriptions et du coup garantir une meilleure représentation, bien évidemment des Françaises et des Français, mais aussi des espaces naturels, des écosystèmes dans des assemblées comme la mienne. Merci Madame la députée qui nous parle des baronnies du Vercors. Des questions? Alors, il y a beaucoup de messages. Bravo et merci à tous ces maires pour leur dévouement. Ouais, alors là aussi vous confirmez? Merci, oui, infiniment. Et c'est vraiment, et je crois que c'est la MRF le président de la MRF qui le disait très bien. Mais une commune, c'est une petite république dans la grande. Et je trouve que c'est une magnifique expression et qu'elle est très vraie. Merci beaucoup Madame la députée. Merci aux maires qui sont ici. Alain, on continue encore un petit peu. Il y a du monde encore. On est en direct. Voilà, on continue. On va peut-être aller voir. Oui. Alors, bonjour. Alors, Alain Castan. Bonjour, Alain Castan. Oui, bonjour. Non, Michel. Alain, vous êtes maire de quelle commune? Rouffignac de Sigolès, dans le Bergeracois, en Dordogne. Le Bergeracois, ça sent bon le vin. C'est moi qui ai rouge. organisé le congrès l'année dernière. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, combien d'habitants dans votre commune? 350. 350. Alors, c'est quoi les problèmes de votre commune dans ce Bergeracois, cette belle région de France, profonde? Les problèmes, on arrive à les résolver par rapport à la population. Maintenant, les vrais problèmes, c'est surtout quand on a un projet, de faire aboutir ce projet. Oui. Et puis, bien sûr, c'est de lutter contre la désertification. Alors, moi, je suis très heureux parce que je suis maire depuis 2001, j'avais 280 habitants, aujourd'hui j'en ai 350. Comment on fait? Il faut la recette, monsieur le maire. Alors, la recette, c'est l'attraction du territoire. Donc, moi, je suis dans une région très touristique et, par exemple, je viens de créer une aire de camping-car qui marche formidablement bien et ça donne envie aux gens de revenir. Donc, c'est du tourisme, c'est de l'épisodique, mais la région plaît et c'est intéressant. Et surtout aussi, pour faire revenir les jeunes, il faut trouver d'abord des emplois. Donc, j'ai créé une MAM pour l'école. Cette MAM, c'était 2 jeunes filles. C'est quoi une MAM? Une maison d'assistance maternelle pour l'école. Et donc j'avais 2 jeunes femmes avec des enfants qui se retrouvaient au chômage. Je leur ai fait le pari de créer cette MAM. C'est elles qui la tiennent et elles ont retrouvé un emploi à 100 mètres de leur maison. Donc voilà. Donc ça marche. Il y a des recettes qui marchent. Il y a des recettes qui marchent. Il y a un autre sujet sur lequel je m'appuie aussi, parce qu'il faut aller chercher des fonds, bien sûr. La DGF, on m'a piqué le tiers de ma DGF. La DGF, dotation globale. Dotation globale de fonctionnement. Donc je vais chercher la correspondance de ça, c'est-à-dire pour renforcer mon budget. Je vais chercher l'aire de camping-car, mais je suis en train de faire un projet photovoltaïque. Qui me ramènera aussi à travers les IFER, comme je vais en parler tout à l'heure, de l'argent pour la commune. Ben voilà les exemples qui marchent. On m'a demandé. Merci beaucoup, monsieur le maire du Bergeracois. On est la place du village. On est la première page en France sur la ruralité et sur les villages. Rien que le nom le dit. À nos côtés. Alors, tiens, Cédric Sabot nous dit, voilà. Il s'appelle Christian Leclerc. Il est membre du Grand Atelier. Maire de quelle commune, Christian? Commune de Champlain dans l'Essonne. Alors, on n'est pas très loin de Paris. On est à 17 km de Paris. Alors, quel est le problème chez vous de la ruralité? C'est l'attraction parisienne qui vous attire? C'est quoi? Non, la ruralité, c'est qu'en fait, on est un petit village qui est encerclé de villes de entre 30 et 50 000 habitants. Et c'est dur d'exister quand on est un petit parmi les grands. Voilà. Donc, c'est un village un peu atypique où on a justement des contraintes pour gérer le territoire, pour l'aménager. Et donc, on essaye de faire en sorte que chaque centimètre carré soit valorisé. C'est-à-dire qu'on a des servitudes publiques avec on va dire, un réseau autoroutier assez conséquent. Et du coup, j'ai mis en place des conventions avec les gestionnaires de réseau. Alors, donc, c'est la DIRIF, c'est la direction régionale des routes et des autoroutes. Vous avez également, on a aussi une voie ferrée qui nous traverse, c'est le RERC qui est en train de se moderniser, qui va devenir un tram-train, un T12. Et puis, un réseau de lignes à haute tension. Et donc, on a essayé de valoriser
toutes les zones d'entretien où il y a des réseaux publics pour pouvoir revégétaliser en tenant compte des contraintes d'exploitation des routes, des voies ferrées, des lignes à haute tension. Et du coup, on a mis en point une palette végétale, c'est-à-dire des arbres et des arbustes qui viennent pas, par exemple, les lignes à haute tension ne doivent pas s'approcher à moins de 8 mètres pour éviter des départs de feu, par exemple, qui peuvent détruire les réseaux. Donc on met des arbres de petite à moyenne tige. Sur le long des réseaux de voies ferrées, c'est plutôt tout ce qui est végétalisation rampante, des ronciers, des choses comme ça, qui peuvent déjà générer des accidents ferroviaires. Donc ils ont des contraintes d'exploitation avec un cahier des charges très précis. Donc on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés en écologie appliquée, et sur chacun des tracés de ces réseaux, on a développé des alignements de haies. Alors ça peut être aussi avec un verger, avec des arbres fruitiers. Ça peut être une double haie végétale pour recréer des habitats pour les insectes et pour les oiseaux, à la fois habitat et garde-manger. Donc on a déposé plusieurs dossiers de demande de subvention, par exemple au niveau de la région Hauts-de-France, on a été lauréat. On a répondu à des appels à projets de l'État justement pour revégétaliser la commune. Et bon, c'est vraiment mon quotidien pour faire en sorte que chaque centimètre carré du village puisse retrouver un coin de nature et vraiment recoudre le territoire et permettre d'avoir des continuités écologiques qui soient vraiment intéressantes. Surtout à 17 km de Paris. Exactement. Ville dortoir ou pas? Vous craignez ça? Non. En fait, Champlain est assez atypique parce qu'on a plus de salariés que d'habitants. Ah oui? Oui, parce que en fait, le foncier n'était pas très cher à une certaine époque. Donc les entreprises se sont installées de façon assez conséquente. Et donc on a à peu près 400 entreprises sur la commune. Et donc en journée, on a à peu près 6000 habitants, mais le soir, on se retrouve à 2600 habitants. Donc en fait, c'est un tissu un peu atypique, et donc on essaye de tirer parti, je vous dis, de chaque petit bout de terrain pour faire ensemble, voilà, pour que lutter contre les îlots de chaleur, mais là on n'a pas trop de problème. Et en fait, on est un petit peu un village gaulois, un écrin de verdure à 17 km de Paris, parce qu'on a réussi à recréer une ceinture verte. Bien sûr. Au milieu du village. On rappelle le nom du village. Champlain. Champlain, retenez Champlain et son maire aussi. Voilà, un petit écrin de verdure à 17 km de Paris. Et ça, c'est précieux. Merci beaucoup, à vous. Merci. Alain Mollo, des questions? Il y avait un message de Jean Noël. Oui. Est-ce que c'est un village dortoir? Mais il a répondu. Voilà. Alors, on va continuer un tout petit peu avant la prochaine réunion qui va avoir lieu maintenant, dans peu de temps, toujours ici à l'Alpe d'Huez, ici, avec des maires, des grands-maires. Bonjour, monsieur. On est en direct, monsieur le maire. En direct, monsieur le maire. Alors, bonjour, la place du village. Écoutez. Oh, Jacqueline, venez. Vous êtes maire de quelle commune? Savoyard. Bah oui. La Table. La vallée des Huiles. Et vous? Saint-Alban-des-Villars. Tout à l'heure, vous êtes intervenu. Alors, Saint-Alban-des-Villars, La Table. Il y a une question que je vais vous poser, monsieur le maire, madame le maire. Le loup. On dit pas le loup, on dit les loups. On dit les loups, oui. Parce que le loup, il n'y a pas besoin de faire un mythe du loup. Le loup, c'est une réalité. Oui. Et c'est assez pénible. Ça entraîne beaucoup de conflits d'usage, parce que qui dit loup dit chien de protection, dit patou, dit clôture, dit conditions de vie quand même compliquées des bergers. Voilà, donc c'est pas un mythe pour nous, le loup. Comment on fait pour s'en sortir, madame le maire? Nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut pouvoir redonner aux troupeaux la peur de l'homme, et que ça, malheureusement, ça passe par un tir létal quand le loup s'approche trop près des troupeaux. Le problème à Saint-Alban-des-Villars, hein, c'est ça? Oui, Saint-Alban-des-Villars. La Table en huile, c'est pareil, les loups en à la table, mais à la table, bien sûr. Vous voyez, l'alpagiste vient de partir, 14 attaques. Des attaques moins virulentes que les années précédentes, on doit dire. Ah oui. Il est arrivé avec un cheptel de 303 ovins et caprins. Il en a perdu 30 et un chien. Mais il a eu 14 attaques, ce qui n'est pas tolérable, parce qu'il faut gérer le stress du berger, parce que le berger ne dort plus. Hein, et maintenant, l'alpagiste même a pris un berger pour pouvoir garder son troupeau. Et ce qui s'est passé aussi, même ce berger, avec un système de relève pour pouvoir reposer, parce qu'il avait complètement perdu le sommeil. Et là, on se tourne vers le maire. Qu'est-ce qu'on dit? Et oui, vous voyez, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien.
j'ai des attaques, vous ne faites rien. Alors qu'il avait le droit au tir renforcé, mais ce pauvre berger n'était pas chasseur. Ah oui. Donc il n'avait pas le permis de chasser, il ne pouvait rien faire. Et voilà. Vous attendez quoi de ce congrès? Vous avez été entendu à ce congrès? Comment ça se passe? Là, demain, nous souhaitons faire une intervention qui peut-être effectivement aboutira à des prises de position de l'association des maires, mais en portant bien l'accent sur nos responsabilités de maires qui, une fois de plus, sont un peu trop lourdes pour nos épaules. En tout cas, les maires de la Savoie, on est heureux de vous avoir parmi nous. Saint-Alban-des-Villars, la table en île qu'on connaît parfaitement bien, cette belle vallée des huiles et ces soucis que vous avez, on espère qu'on trouvera une solution rapidement. On vous attend et revenez quand vous Eh bien, voulez. écoutez, méfiez-vous, on va pas Vous savez qu'on est l'espace Beldon. Mais je sais, l'espace Beldon. Merci Alain, je crois que la réunion reprend. Merci messieurs, dames, merci beaucoup. La réunion reprend Alain, on va montrer un petit peu. Voilà, viens C'est un là-bas. rendez-vous pour demain maintenant. Il est parti, c'est rendez-vous pour demain. Il nous appellera demain. Je vais voir quelqu'un qui nous appelle ici. Voilà. On a ici Monsieur le maire, c'est quelqu'un qui nous appelait tout à l'heure. Vous êtes maire de quelle commune? Moi, de Châtellerault, je suis pas maire, je suis premier adjoint de Fanny. Fanny, qu'on a rencontré, Fanny. Voilà, pour la Très engagée. Et vous êtes à la place du village. Première page en France sur la ruralité. Vous connaissez? Oui, un petit peu. Vous êtes d'où? Alors, Richardville, un petit village au sud de l'Essonne, 400 habitants, en Île-de-France. En Île-de-France. C'est ça. Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous sommes venus du Nord. Nous sommes à 14 représentants pour soutenir l'Isère. Voilà. Bravo, en tout cas. On a fait le grand atelier. Voilà. En tout cas, merci, parce que c'est une grande Et on s'est variété. fait des amis. On s'est fait des Le amis. trième, c'est beau, en plus. Oui, oui, oui. Ça va, là. Merci. Merci. Voilà, Alain, on a des questions encore? On va arrêter. On va arrêter là. On va laisser on va vous dire qu'on fera d'autres directs demain matin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et encore bravo à tous ces maires ruraux qu'on va continuer à défendre autant que possible à la place du village. Merci beaucoup. Et à très bientôt.